Ok. Yeah. Chers téléspectateurs de LGTV, bonsoir. Vous êtes à Steve Biko reçoit l'émission par excellence pour la jeunesse africaine pour débattre de l'actualité sur notre continent, mais aussi en Europe. Comme vous le savez, l'objectif de LGTV, c'est être en avant-poste du combat pour la souveraineté et la dignité de l'Afrique. Nous sommes à la première émission d'une longue série qui, je l'espère, va vous captiver. Et donc, bienvenue. Ce soir, je reçois M. Dieye Raphaël et M. Haruna Traoré, qui sont des camarades de lutte. Haruna, qui est le porte-parole du comité d'organisation qui a été mis en place pour le voyage du 28 janvier à La Haye, lors de l'ouverture du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Camarade Haruna Traoré, bonsoir. Bonsoir Stevie. Haruna Traoré est accompagné de Dieye Raphaël, Dieye qui est un ami personnel, qui est aussi membre du comité d'organisation. Donc ce soir, nous allons faire le bilan de l'activité du 28. Donc Haruna, comment est-ce que vous vous retrouvez comme porte-parole du comité d'organisation qui s'est mis en place? Pour répondre à ta question, je pense qu'on est dans une situation, ou plutôt je dirais, on est dans un mouvement panafricain qui a pris une dimension panafricaine. Donc étant africain, c'est normal que je me retrouve donc au cœur de cet événement-là. Et étant burkinabé, ça se justifie encore plus parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont suffisamment très proches. On a une histoire commune et je pense qu'on aura aussi un avenir commun. Et je pense que s'il y a lieu de faire aller vers le panafricanisme, une union quelconque, ça commencera forcément par le Burkina et la Côte d'Ivoire. Dieye Raphaël, justement, quel était votre objectif en vous organisant pour ce voyage du 28? C'était quoi l'objectif de ce voyage? L'objectif de ce voyage a été de dénoncer la mainmise de l'Occident sur la CPI, qui, elle, s'est octroyé le droit de venir en Afrique et de dire qui était coupable et qui n'était pas coupable. Et pour nous, c'était important de venir soutenir le président Gbagbo face à cette injustice internationale. C'est pourquoi le 28, les Ivoiriens et les Panafricains ont tenu à soutenir moralement et physiquement le président Laurent Gbagbo devant la CPI. Parce que ce combat-là, c'est un combat de la dignité africaine. Il n'est pas normal que l'Occident se donne le droit de juger des chefs d'État et de bafouer nos constitutions. C'est pourquoi nous avons voulu ce jour-là être devant la CPI et crier à la face du monde, et surtout aux médias internationaux qui ont monté toute cette cabale contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique, pour leur dire que non, notre génération ne peut pas accepter ça. Et nous sommes venus dire la vérité. Et cette vérité-là, nous la disons depuis plus de 5 ans. Et donc le 28, c'était le premier jour de l'ouverture du procès. C'était le premier président que l'Afrique voyait jugé par les négriers de ce monde. Hein. Et il fallait que l'Afrique soit là. Mais justement, comme tu le dis, cela fait maintenant 5 ans que vous organisez régulièrement des voyages à La Haye, mais aussi des manifestations partout en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que votre message, le message que vous voulez faire véhiculer, vous avez l'impression que ce message-là passe? Depuis 5 ans, on a eu beaucoup de médias qui ont écrit contre la Côte d'Ivoire, contre la vérité. Et ce 28-là, franchement, personnellement, moi je crois qu'on a fait fort. Parce que les médias internationaux qui ont monté cette cabale, que ce soit Le Monde, Libération, qui étaient ces journaux-là qui ont vraiment sali la Côte d'Ivoire, ils salient le président Laurent Gbagbo, ont délaissé les salles d'audience pour nous retrouver sur le parvis de la CPI, pour passer pratiquement 5 à 6 heures avec nous, à interviewer les Ivoiriens pour savoir c'était quoi la vérité du peuple ivoirien. Et ça, pour moi, c'était une véritable réussite parce qu'on a su avoir les mots. Le peuple a su avoir les mots pour parler à comment dire ça, à ce public international, toucher les peuples occidentaux. Et ça a été vraiment pour moi une véritable réussite. Et je crois qu'on peut encore faire mieux. Et on a justement, en termes de faire mieux, combien de personnes avez pu mobiliser pour ce voyage-là? Pour le voyage du 28, oui. Et plus de milliers de personnes ont été mobilisées, sans compter les personnes qui sont venues de leurs propres moyens, de la Belgique, un peu partout de l'Europe, il faut le dire. Et moi, particulièrement, j'ai plusieurs fois été contacté par des gens depuis l'Afrique,
qui manifestaient leur intention de venir. Et je dirais donc, pour un peu rejoindre ce que Raphaël vient de dire, que depuis 5 ans, tout ce qui a été fait depuis 5 ans a apporté les fruits. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la France, au-delà de la Côte d'Ivoire, on parle de l'affaire président Gbagbo à La Haye, on parle de cette affaire un peu partout en Afrique. Et je pense que la lutte a pris une autre dimension. Et il faut féliciter les gens qui ont commencé cette mobilisation-là depuis 2011. Mais justement, avant qu'on ne commence l'émission, vous me disiez qu'en tant que Burkinabé, vous receviez des messages de plus en plus fréquents de jeunes Burkinabés. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on connaît l'intoxication qu'il y a eu entre les peuples ivoiriens et burkinabés, vous pensez qu'aujourd'hui, le message ou le combat du président Laurent Gbagbo est de plus en plus connu et compris au Burkina? Oui, pour répondre à cette question, je vais d'abord aller de ma propre expérience. Oui. Au début, quand nous défendions le président Gbagbo après les élections, on n'était pas du tout nombreux et souvent on était incompris. Et ça, je l'ai toujours dit, en fait, il y a eu un défaut de communication au niveau du camp Gbagbo, parce qu'au moment où le camp Gbagbo s'intéressait je ne sais pas comment dire, en fait, ne s'intéressait pas à l'Afrique. J'ai l'impression qu'en fait, on a trouvé que pour sauver la Côte d'Ivoire, il fallait peut-être s'intéresser à la position de l'Occident, alors que l'Afrique pouvait jouer un rôle important dans ce jeu-là, et particulièrement le Burkina Faso. Donc l'autre camp a bien compris la chose, ils ont pris d'assaut les médias burkinabés, ils ont déversé tout ce qu'ils avaient comme argument sur les colonnes de la presse burkinabé, sur les antennes même de la chaîne nationale. Donc le peuple qui était là, qui n'était pas en Côte d'Ivoire, ne pouvait que se laisser, voilà, par ce que la presse lui présentait. Et vous savez très bien que la presse aujourd'hui, c'est une armée, quoi. Et il y a une guerre médiatique qui s'était enclenchée et je pense que le camp Gbagbo n'a pas su vraiment la mener sur tous les plans. Et c'est ce qui a fait qu'au Burkina Faso, il y a eu vraiment des incompréhensions. Mais aujourd'hui, avec les événements qui se sont passés au Burkina, avec la position des autorités actuelles ivoiriennes, et aussi avec la position des pros, entre griffes Gbagbo, on va l'appeler comme ça, on sait déjà qui était contre les Burkinabés et qui a posé des actes Quand vous dites les événements qui se sont déroulés au Burkina, pour nos téléspectateurs qui ne suivent pas forcément l'actualité africaine, à quel événement précis vous voulez faire allusion? Quels sont ces événements qui sont passés, qui ont permis de changer tant soit peu la position? Oui, je fais allusion d'abord aux événements d'octobre 2014 où le peuple burkinabé a dit non à Blaise Compaoré. Et après, au coup d'état du général Dingiré, on a vu un soutien non voilé du tout des partisans de M. Guillaume Soro. Et qui soutenait le push de Dingiré. Et c'était quand même étonnant pour des gens qui disent qu'ils ont lutté pour la liberté, qu'ils ont lutté pour le peuple, ils justifient même leur guerre, et qu'ils ont commencé en 2002 au nom de l'intérêt du peuple. Oui. Et ces gens-là soutenaient un coup d'État qui était contre le peuple. Et c'était flagrant. Et du coup, je pense que la majorité des Burkinabés, aujourd'hui de la jeunesse en tout cas, a compris à travers donc ces positionnements-là qui étaient réellement le faux pion dans ce conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais justement, Raphaël, on a pu constater que non seulement en plus du camarade Aruna qui était avec vous, mais aussi à La Haye, il y a plusieurs jeunes venus de divers pays africains qui ont pris la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous, jeunesse africaine, jeunesse ivoirienne, pardon, qui menez ce combat, vous n'êtes plus seul? Déjà, à la base, en 2011, on avait du monde. On n'avait pas que d'Ivoiriens dans les rues de Paris. On avait des Camerounais, des Burkinabés, des Maliens, et vraiment la diaspora africaine qui était là. Dès le départ, dès le 11 avril, les gens sont sortis, ils sont venus, on était près de 10 000 dans les rues de Paris. Malheureusement, comme toute lutte, avec le temps, les gens sont partis parce qu'ils se sont sentis démobilisés par le comportement des uns et des autres, peut-être de leur part aussi. Mais derrière,
ils sont toujours restés quand même derrière les claviers. C'est des personnes qu'on avait inbox en train de discuter, en train de prendre des nouvelles. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, en train de prendre toujours des nouvelles de la Côte d'Ivoire, de ce combat-là, quels étaient les tenants et les aboutissants. Parce que quelque part, beaucoup d'entre nous ne savaient pas exactement ce qui se passait. Comme vous l'avez dit au départ, ils ont commencé par une attaque médiatique depuis plus de 10 ans, diabolisation du pouvoir en place, diabolisation des personnes qui pensaient plus panafricain qu'autre chose. Malheureusement pour eux, on a persévéré dans ce combat-là. On a persévéré et avec ce combat, on a eu la chance de côtoyer des Africains qui nous donnaient des informations, qui nous disaient, ben voilà, il y a des conseils, voilà, positionnez-vous comme ça, discutez comme ça, et ça nous a aidé. Donc aujourd'hui, vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il atteint une dimension panafricaine? C'est pas seulement aujourd'hui, depuis longtemps il a atteint cette dimension panafricaine. C'est maintenant que les gens peut-être se rendent compte, mais depuis longtemps. Depuis longtemps, Gbagbo s'est mis au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le combat de Laurent Gbagbo n'a pas été que le combat de la Côte d'Ivoire. Quand il parle de développement sous-régional, quand il parle de la monnaie, quand il parle de l'assurance santé pour les populations, oui, c'est au-delà de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un brassage de tous les peuples. La Côte d'Ivoire est un brassage de tous les peuples d'Afrique de l'Ouest qui sont venus, qui ont été accueillis. Et qui dit peuple africain dit peuple ivoirien. La preuve, c'est qu'on est 65 ethnies en Côte d'Ivoire, tous brassés. Ça nous a épargné une catastrophe. Et donc, pour moi, le président Gbagbo, il y a longtemps, il a cette dimension panafricaine. Mais il faut aussi ajouter qu'en fait, la dimension panafricaine, il l'avait bien longtemps. Mais il y a qu'en Afrique, on aime surtout les martyrs. Et on veut voir surtout nos leaders soit assassinés, soit déportés avant de commencer à faire leur éloge. Il faut qu'on arrête ça. Il faut déjà que dès au moment où ils sont vivants là, que déjà on commence à nous mobiliser derrière eux. Donc je voudrais rebondir sur ce qu'il dit. Cette prise de conscience, elle s'est faite par rapport à un événement précis en Côte d'Ivoire. C'était en 2002 quand il y a eu le premier coup d'État, la première rébellion en fait. Oui. Au début de la rébellion, les gens se sont mobilisés, les gens sont venus dénoncer cette attaque de la démocratie. Oui. Parce que Laurent Gbagbo, pendant 30 ans qu'il a lutté, sans jamais demander à ce que la violence impose en Côte d'Ivoire. Il a lutté pour les libertés. Et il l'a fait selon les moyens de la démocratie. Et aujourd'hui, on arrive au 11 avril, on voit une nation française se lever avec son armement, bombarder les fondements de la République au nom d'une soi-disant résolution des Nations Unies qui a été dévoyée, en fin de compte. Mais justement, toutes ces mobilisations que vous organisez à l'AE, un peu partout en Europe, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent influencer le procès qui se déroule présentement à l'AE? Le problème n'est pas d'influencer le procès. Le procès fait partie de la machination qui a été prévue depuis longtemps. Ça fait partie du plan des Nations Unies et de la France-Afrique pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire en particulier. Et ce plan-là, il nous appartenait à nous, Ivoiriens, à nous, panafricains, à expliquer ça aux populations. De sorte que chaque population qui se retrouve devant des médias ou devant quiconque puisse apporter la contradiction selon ce que le président Gbagbo nous a appris. Oui. C'est cela la réalité. Donc si justement ces mobilisations ne peuvent pas influer sur le procès, c'est quoi l'objectif de se mobiliser à chaque fois pour aller à l'AE? D'abord, comme il l'a si bien dit au début, c'est d'abord un soutien moral à la personne qui est du président Gbagbo. Il le mérite, je le disais tantôt. Et on va plus continuer à laisser nos leaders se faire kidnapper, se faire assassiner avant de commencer à parler d'eux. Non. Et c'est ce qu'on a fait avec Thomas Sankara, des années plus tard que tout le monde commence à parler de Sankara. Si on l'avait soutenu en son temps, Sankara ne serait pas tué aussi lâchement. Et aujourd'hui aussi, on en emprisonne Laurent Gbagbo aussi lâchement qu'on a assassiné Thomas Sankara. Et apparemment, ça ne dérange pas un grand nombre d'Africains à l'époque. Mais aujourd'hui, grâce à la mobilisation qui a été faite à Paris ici, les gens commencent à prendre conscience. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux, surtout. Mais moi, je suis sûr que bientôt, on verra tout le monde dans les rues africaines. Mais justement, on peut se poser la question. Nos objectifs, parce que vous dites que le combat du président Laurent Gbagbo, il est compris partout en Afrique. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de mobilisation? Pourquoi la jeunesse ou les populations africaines ne se mobilisent pas? Il y a eu des mobilisations le 28 janvier. Il y a eu des mobilisations dans des pays africains. Dans plusieurs pays africains, les gens ont manifesté au Bénin, au Ghana, il y a des pays où les gens sont sortis pour dénoncer cette imposture internationale.
Seulement, le malheur de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas de médias qui couvrent. Malheureusement, on n'a pas de médias. C'est que maintenant qu'on commence à avoir des médias indépendants qui commencent à s'imposer au niveau d'Internet. Et ce côté web là, vraiment, nous a rendu service. Ça nous a rendu service. Et moi, je pense qu'il faut continuer. Il faut persévérer dedans parce que cette prise de conscience des peuples, tant qu'elle ne se fera pas, ça sera toujours des Noirs qui seront en train de se battre contre d'autres Noirs pour les intérêts des Occidentaux. Et malheureusement, qui c'est qui paye le tribut? Ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont les générations à venir. Donc justement, pour vous, ce voyage du 28 janvier, là, il a atteint ses objectifs. Oui, mais j'allais aussi appuyer ce qu'il est en train de dire là. Parlant de mobilisation dans les pays africains, je pense que s'il n'y a pas eu de mobilisation visible dans la rue, c'est ce qu'on a tenté de dénoncer tantôt. Actuellement, tout ce qu'il y a comme médias, ils sont sous, comment on appelle, la sorte de domination de certains, en fait, de ceux qui ont créé ces systèmes-là. Ces systèmes-là, ce sont eux qui contrôlent ces médias. Donc, ils veulent que ces médias diffusent ce qu'ils veulent que les gens comprennent la chose. Et aujourd'hui, nous autres qui soutenons le président Gbagbo, on est diabolisés. Et je pense que c'est devenu d'ailleurs la règle. Tu es du camp de Gbagbo, tu es mauvais. Tu es anti-Gbagbo, tu es bien. Mais personne ne fait l'analyse en allant au fond. Qui a posé quel acte et qui n'a pas posé quel acte. Personne ne se pose ces questions. Parce qu'aujourd'hui, je suis souvent étonné de voir que même les chefs d'État, les anciens chefs d'État africains, qui ont été des homologues du président Gbagbo en son temps, aujourd'hui, ils ont fait des déclarations pour dénoncer son incarcération et autres. Mais je veux que, moi particulièrement, c'est quelque chose que je n'ai pas salué. Parce que ces chefs d'État africains-là, ils sont à une position qui leur permettent de donner des arguments, en défaut, non, même pas des arguments, de donner en tout cas des faits, ou bien en tout cas d'apporter des preuves à la défense pour libérer le président Laurent Gbagbo. Et pour conclure, je dirais que, sur cette question bien sûr, je dirais que le procès, quoi qu'on dise, c'est un procès politique. Et nous avons vu les cas de Uhuru Kenyatta et on a abandonné les plaintes parce que les Kenyans ont dit merde. Alors, pourquoi on ne va pas aussi abandonner les poursuites ou bien même finir par un non-lieu? Je ne sais pas. Donc, il faut que les charges aujourd'hui soient abandonnées. Et particulièrement, je pense que d'ailleurs même ce procès n'aurait pas dû avoir lieu. Mais si nous en sommes là, c'est parce que c'est une volonté politique. Comme Raphaël l'a dit, une volonté politique de certaines personnes pour dire que oui, il faut juger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le président Gbagbo était le seul, je dirais le dernier chef d'État africain qui perturbait un peu ce système néocolonial. Il avait si bien compris qu'au lieu de faire des discours à la vente en guerre, non, il les attaquait sur leur propre terrain avec des positionnements économiques et stratégiques et autres. C'est le jeu qui dérange en fait. Et c'est lui, il a compris ça. Et je pense qu'ils étaient battus, donc il fallait maintenant... Ils sont revenus maintenant à l'ancienne pratique qu'il faut pas passer par la force. Mais justement, Raphaël, puisque vous êtes fondamentalement contre la CPI, on a vu M. Ouattara qui a annoncé qu'il n'en verrait plus d'Ivoiriens à la CPI. Donc, en temps normal, vous devez saluer cette position-là. Ben non, moi je ne la salue pas. Je ne salue même pas le fait qu'il ne veuille pas emmener des Ivoiriens à la CPI. Parce que, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait amené ces hommes qui ont massacré des milliers d'Ivoiriens. Donc, toi, c'est une volonté de ne pas livrer ces hommes? C'est manifeste, on n'est pas aussi bête que ça. On n'est pas aussi bête que ça. Ouattara a beau jeu de dire, ouais, il n'en verra plus d'Ivoiriens. Il n'empêche qu'en Côte d'Ivoire, c'est une injustice criade qui est en train de se passer. Rien que par le jugement des prisonniers politiques qu'il y a en Côte d'Ivoire, on se demande si nos juges ont vraiment fait du droit en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont pareils que ce qui se passe à la CPI. Des témoins qui sont achetés, des témoins qui font de faux témoignages, et il n'y a pas de vice de procédure. Jusqu'à présent, ça ne gêne personne. Bon, personnellement, ce n'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. Et je sais que quand on part à un procès, le juge normalement est neutre. Oui. Et ce qu'on voit à la CPI, c'est pire que ce qu'on voit, c'est pareil que ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Non, au nom de quoi la CPI peut donner des cours de droit à l'Afrique? Non, je suis désolé. C'est pas parce qu'on est noir
qu'on ne sait pas comment se passe le droit. Donc vous, justement, votre objectif, c'est de continuer à maintenir la pression au niveau de la mobilisation. Mais on va continuer de maintenir cette pression-là parce qu'il s'est passé quelque chose en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne devait pas être à la CPI à la base, il devait être assassiné. Parce que les bombes qui sont tombées sur la résidence, ce n'était pas pour lui dire bonjour. Voilà. À un moment, il faut qu'on arrête de jouer. Autour de la résidence, il y a eu des milliers de morts. Dans Abidjan, il y a eu des milliers de morts. À l'ouest, il y a eu des massacres, il y a eu des génocides. Aujourd'hui, même dans le nord, aujourd'hui, on ne voit plus d'images du nord où il y a eu des violences mais atroces. Aujourd'hui, quand on vous montre le nord, c'est juste 30 secondes, on passe rapidement, mais tout est fermé. Aujourd'hui, on se trouve à la CPI. On n'aime pas la CPI, mais on se trouve face à leur jeu. Le président a décidé de jouer avec les armes qui lui sont proposées. Mais on joue. On joue avec les armes qui nous sont proposées. L'équipe des avocats du président et de Blé Goudé ont fait un travail très bon depuis, pour la première partie. Ils ont restitué le cadre réel dans lequel toutes ces allégations ont été portées. Ils ont rétabli une partie de la vérité. Et on assiste à quoi? On assiste à des témoins qui viennent, qui racontent des choses qui ne sont pas vraies. Ils se contredisent eux-mêmes. Et c'est des témoins qui sont amenés par le bureau du procureur. Ça devait s'arrêter. Il devait avoir des... Comment on dit ça? Des non-lieux. Non, même pas de non-lieu. On devait les mettre aux arrêts parce qu'ils ont menti sous serment. Oui, c'est ça. Ils ont menti sous serment. Selon les règles occidentales, ils ont menti sous serment. Il fait bien de le rappeler à chaque fois. Et donc, à un moment, il faudrait qu'ils arrêtent la comédie. Moi, j'appelle ça la comédie politique internationale. Il faudrait qu'ils l'arrêtent. Donc justement, là, actuellement, vous préparez un autre voyage à La Haye. Oui, pour le 7 mars, pour la reprise de la deuxième partie de procès. Et on a décidé de faire de sorte, quand il y a un moment important dans le procès, soit au début, soit des moments cruciaux, d'être présent. Parce que c'est vrai que les populations de la diaspora sont occupées par rapport au boulot. C'est des jours de congé qui posent, c'est des RTT qui posent. Et donc on a décidé que le 7, vu que c'est la reprise de la deuxième partie, de se mobiliser davantage, de revenir galvaniser pour apporter encore notre soutien au président, au ministre Charles Bégoudé, de montrer à cette communauté internationale qu'en face, il y a une jeunesse et il y a une population africaine, panafricaine, qui dira non à la forfaiture et qui soit là à porter la contradiction quand il faudra. Et combien coûte justement ce voyage à La Haye du 7 dont vous parlez? Oui, mais comme le premier voyage, ça va coûter juste 10 euros. Et je pense qu'on n'a pas changé quelque chose à ce niveau, quoi. Donc le départ, c'est bien le dimanche nuit. Le dimanche, le 6 nuit. Voilà, le 6 nuit de la gare du Nord, retour pour le 7 au nuit. Donc les 10 euros en fait, de place vont nous servir encore à améliorer la logistique comme la dernière fois avec les grands géants et avoir des directs pour nos parents qui sont en Afrique, qui puissent suivre un peu la mobilisation autour de la CPI, de sorte que dans le monde, les gens sachent exactement qu'est-ce qui se passe là-bas. Combien de cas concrètement il y a à disposition pour le voyage du 7? Ça sera en fonction du monde, de l'affluence. La première fois, on a eu 12 à 14 cas, avec des personnes qui sont venues en voiture personnelle, en transport individuel. Et cette fois-ci, on espère vraiment passer le cap des 15 à 20 cas. Maintenant, c'est fonction de la disponibilité des uns et des autres. Plus on aura de participants, plus il y aura des cas. Voilà. Yaruna, mais justement, il y a les partisans de Ouattara qui projettent de faire aussi une manifestation pour soi-disant commémorer les 7 morts d'Abobo. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'il y ait des débordements? Mais est-ce que c'est pas ridicule de se déplacer de l'Afrique pour venir faire une marche pour... Je ne dirais pas que 7 morts, que ce n'est rien, mais est-ce que c'est pas ridicule de faire un tel déplacement pour venir commémorer les 7 morts, et alors qu'on n'arrive même pas à rendre, comment on appelle, à dédommager les victimes des événements de 2010. Je trouve que d'abord il faut régler ces problèmes et laisser nous autres, nous sommes victimes. Bon, quand je parle de nous, je parle du camp du président Gbagbo, nous sommes aussi victimes de la chose. Donc au lieu de venir juste, je pense que c'est juste pour venir narguer et juste pour venir nous provoquer. Mais ils peuvent organiser les marches, le pays n'est pas nous, ils peuvent faire comme ils veulent.
mais ça ne nous dérange pas. Donc il n'y a pas de risque de Il n'y débordement. a pas de risque de débordement. Nous avons toujours posé des actes, je dirais, à saluer et nous allons continuer dans ce sens. Dans tous les cas, ceux qui amènent la violence, on les connaît. S'il y a un problème, ça sera eux, ce ne sera pas nous. Pour moi, personnellement, c'est un non-événement. Ils peuvent venir manifester, ils ont le droit, c'est la démocratie. Ouais. Nous, on le sait depuis longtemps, donc on accepte qu'il y ait des personnes qui pensent différemment de nous, qui viennent. Les autorités néerlandaises ont un service de sécurité qui vont mettre à disposition. Et nous, à notre niveau, on a notre service de sécurité personnelle qui va gérer... Mais justement, comment se procurer les tickets pour ce voyage du 7? Déjà, on garde la même organisation avec les femmes qui sont mobilisées pour le voyage précédent, qui ont fait un excellent travail pour nous, pour le président Laurent Gbagbo, en vendant des places, en se déplaçant jusqu'à la gare du Nord dans différents points de Paris, pour pouvoir revendre ces tickets-là. Donc ça sera la même équipe qui sera reconduite, parce que le travail était excellent, et on ne change pas une équipe qui gagne. Ça, okay. Et est-ce que le président Laurent Gbagbo il est constamment informé des manifestations, des mobilisations qui se tiennent? Bon, qu'il soit informé, je ne pense pas qu'il ne le sait pas, parce qu'il y a son chargé de communication, il y a ses avocats. La dernière fois, on a même vu Maître Altit à l'entrée de l'audience passer un petit coucou, donc je pense qu'il est assez informé. Et je crois qu'il est fier de ça, même dans la galerie le lendemain, le vendredi. On l'a vu à la fin de l'audience se lever, faire un coucou, le bisou à la galerie, et l'hymne national qui a été entonné derrière. Je suis pleinement au courant. Alors, on a pensé justement que ce procès, contrairement à ce qu'on pense, il permet de mieux mobiliser la jeunesse africaine dans la cause que vous défendez. Les procès? Oui, le fait de constater cette injustice, ces témoins, comme vous le dites, qui ne disent pas la vérité. Oui, mais c'est une réalité, quoi qu'on dise, mais c'est une triste réalité. On ne devrait pas en venir là avant de commencer de telles mobilisations. Mais dans toute chose, il y a un début, il y a une situation, il y a un déclic. Si ce procès a été le déclic, je pense que c'est à saluer, quoi. Et moi, personnellement, je suis convaincu que les jours à venir, la mobilisation va continuer à grandir. Ça c'est sûr, j'en suis persuadé. Du moment où les gens n'attendent plus qu'on leur dise oui, tenez de l'argent pour aller marcher, tenez pour mobiliser, non. Les gens se connectent avec des trucs qu'ils achètent, des forfaits qu'ils achètent eux-mêmes. Les forfaits Internet eux-mêmes, juste pour ces questions, les gens sont mobilisés. En fait, je suis souvent étonné quand quelqu'un m'envoie un message, dit oui, je suis à Ouaga et je veux participer. Je dis, ben, tu veux que je fasse comment? Oui, moi je veux participer, même si je vais contribuer au voyage. La personne me dit ça comme ça. Et je laisse bouche bée, je dis, bon, franchement, si tu étais à Paris, ça va être plus simple. Donc, voilà. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement d'organiser ce genre de manifestation aussi en Afrique, ces grandes mobilisations que vous organisez? Ça serait génial, ça. C'est de ça que je faisais allusion. Je pense que ça va venir. Déjà, les mécanismes sont déjà là depuis Paris. Et on va essayer d'africaniser tout ça, et retrouver donc nos fiefs pour essayer Et vous avez foi que le président Laurent Gbagbo sortira libre de la CPI? Ah, ça, je suis pleinement convaincu. Parce que dès le départ, ils ont pensé que arrêter le président Gbagbo allait faire changer l'opinion panafricaine. Mais c'est faux. Ils ont enfermé le corps, mais l'esprit de Gbagbo est rentré en tous les Ivoiriens et en tous les Africains. Et c'est à ça qu'ils sont confrontés aujourd'hui. Ils sont confrontés à cette prise de conscience des populations africaines qui est de plus en plus grandissante. Donc la manipulation ne passe plus. On explique les mécanismes et chacun va chercher au fond de lui les possibilités de pouvoir travailler avec l'autre dans la paix, dans la justice et dans le respect de la démocratie. Nous sommes tous différents, mais ces lois nous permettent de vivre ensemble. Et c'est sur ça que Gbagbo a vraiment gagné son combat sur l'Occident. Il s'est battu pendant 30 ans sans prendre des armes. Il a développé que des idées. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ses idées. Et ces idées-là sont tellement justes que qui aurait pensé il y a peut-être 1 an, 2 ans que le Burkina allait se tourner et chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire sur ce mensonge, déconstruire ce mensonge où les Ivoiriens n'aiment pas les Burkinabés, tout ça.
Non, personne. Donc, je pense que le temps a fait son effet. Et puis derrière, il faut persévérer, nous aussi, à aller convaincre les autres populations que la vérité se trouve de notre côté, avec des arguments qui seront valables et qui vont résister au temps. Chers téléspectateurs de LGTV, merci de nous avoir suivis ce jour. Comme vous le constatez, nous sommes à l'émission de Steve Beko Reçoit. L'objectif de cette émission, c'est de donner la parole aux panafricains, à des jeunes qui partout dans le monde, et même en Afrique, se battent pour justement montrer que l'Afrique a des valeurs. L'Afrique a un combat aujourd'hui à mener contre l'oppression, contre la domination occidentale. Cette émission, elle est la vôtre. Vous avez la possibilité de participer et même, pourquoi pas, de venir sur nos plateaux si vous en avez la possibilité. Aruna, si vous aviez aujourd'hui un dernier message à passer à la jeunesse africaine, ce serait quoi? Je dirais à la jeunesse africaine de se poser juste une petite question, à savoir c'est quoi un État souverain et c'est quoi un État qui se développe. Quand on dit qu'un État s'est développé, c'est sur quelle base? Il y a un minimum qui est là. Et aujourd'hui, le fait d'amener un ancien président africain à La Haye, surtout même dans le cas de Gbagbo, c'est tout un président qu'on amène à La Haye. Est-ce qu'il y a ici une marque de souveraineté? Je n'en vois pas. Un pays qui est souverain, c'est un pays qui a sa monnaie, c'est un pays qui arrive à sécuriser ses frontières. On n'arrive pas à le faire. La preuve est que pour intervenir dans nos pays, il faut encore des armées étrangères, tout ça. Il faut avoir une justice, et pour qu'on puisse rendre justice. On n'est pas capable de rendre justice à nos propres frères. On est obligé de les envoyer en Occident comme ils nous ont envoyé en ce temps. Oui, franchement, je trouve que c'est honteux. Et avec ça, les gens disent oui, actuellement, le pays se développe. Je ne sais pas de quel développement ils parlent, mais il faut que les gens se posent vraiment les vraies questions. Est-ce que la Chine s'est développée de cette manière? Tous les pays développés aujourd'hui, comment ils ont fait pour se développer? Ils sont d'abord passés par le cap de l'indépendance réelle. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo nous donne l'opportunité de nous battre pour cette indépendance réelle-là. Et je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Donc moi, je demande à toute la jeunesse africaine de se mobiliser derrière d'abord notre action. Et ils peuvent aussi mener des actions parallèles. L'objectif est la même pour qu'on puisse sortir l'Afrique de ces bourbiers qui est le développement, quoi. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'est que les populations africaines se battent pour leur dignité. Lorsqu'elles vont gagner le combat de la dignité, je crois que le peuple africain sera très fort. Dignité, justement, c'est sur ce mot que cette émission va prendre fin. Mesdames et messieurs, chers panafricains à travers le monde entier, merci de l'avoir suivi et on se dit à bientôt. On peut pas oublier la France-Afrique, nique le temps des colonies. Instinct de guerre pour un homme de paix, message de paix en temps de guerre. C'est ça même, aux vrais militants de la diaspora.